Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débat. Donc, actualité et débat de Way Back to Africa. Ça démarre tout doucement, ça démarre tout doucement. Donc, aujourd'hui, on va parler du Bénin, un pays qui fait beaucoup parler de lui sous différents aspects, notamment à travers sa diaspora. Donc, aujourd'hui, on va en discuter tranquillement avec des gens qui sont originaires du Bénin, des gens qui sont au Bénin, des experts du Bénin. Donc, c'est le moment de discuter de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. Je vais partager le débat autour de moi et puis on va démarrer sans plus attendre. Mais juste avant ça, pour celles et ceux qui nous suivent sur Way Back to Africa, vous savez très bien que c'est très important, avant que le live ne commence, avant que le débat ne commence, je vais vous inviter à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1, aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne Way Back to Africa et activer la cloche si ce n'est pas encore le cas. Et puis 3, ne soyez pas égoïste, partagez-la autour de vous sur au moins un de vos réseaux sociaux. Donc, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est impeccable? Est-ce que la musique est trop forte? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, il y a à peu près 5 personnes qui sont ici avec moi. Donc, Samantha qui est là tous les dimanches de manière vraiment régulière. Donc, bonsoir Samantha. Dis-moi Samantha, est-ce que tu nous écoutes depuis la France? Est-ce que tu nous écoutes depuis la Belgique? Je crois que tu l'avais dit dans un commentaire auparavant. N'hésite pas à le redire. Et j'espère, comme Samantha qui est là et qui commente, que vous avez fait les 3 gestes qui sauvent, hein, à savoir 1, aimez la vidéo, 2, abonnez-vous et puis 3, partagez-la autour de vous, sur au moins un de vos réseaux sociaux. Donc Samantha nous dit qu'elle nous écoute depuis Liège, depuis la Belgique. Très intéressant, très intéressant. Donc, on va prendre le temps, on va démarrer ce débat sans plus attendre. Hein. Je rappelle le sujet qui va parler du Bénin. Le Bénin, est-ce que le Bénin est ce nouvel Eldorado pour les populations afro-descendantes à travers le monde? Le Bénin, qui, je le rappelle, a fait énormément de choses ces dernières années. On peut très bien le lier notamment à la politique du président Talon. C'est la raison pour laquelle il apparaît sur la miniature. On peut parler des réformes économiques et structurelles, la mise en place de la zone industrielle de Glodjik Bay, on peut parler de la réforme du port de Cotonou, on peut parler de la mise en place de un seul mandat renouvelable une seule fois. Donc, on peut être président du Bénin seulement 2 fois et par personne. Donc, je ne crois pas que lorsque une personne a été présidente du Bénin 2 fois d'affilée, elle part, elle laisse un mandat et puis elle revient. Ça, ce n'est pas possible au Bénin, normalement. On peut parler aussi de toute la promotion et la valorisation de la culture au Bénin, notamment la restauration du palais royal d'Abomey, le retour des trésors pillés, notamment par la France, la mise en place, on va dire, d'attractivité, d'attraction. Je sais que ça peut être un peu choquant quand on parle d'attraction dans ce domaine-là, mais notamment toutes les attractions qui vont être liées à la mémoire de l'esclavage, notamment la création de ce bateau du retour. Vous connaissez déjà la porte du non-retour. Donc, ils sont en train de mettre en place un bateau du retour. Il y a le festival Vaudou, donc les Vaudou Days qui sont régulièrement mis en place depuis, je crois, maintenant 2 ans ou 3. Mes panélistes viendront confirmer ou infirmer ce que je dis. Je ne suis pas un spécialiste du Bénin. Le festival de musique We Love Ya, auquel j'ai participé cette année, qui était d'ailleurs très bien, et qui réunissait vraiment cette diaspora d'un peu partout. Il y a Gilles Christ qui nous salue depuis Dakar. Il est en vacances à Dakar. Big up à Gilles Christ. Passe de bonnes vacances à Dakar. Hello le Cap, bienvenue parmi nous. Les personnes qui nous suivent, hein, n'oubliez pas de faire les 3 gestes qui sauvent. Je les ai déjà indiqués, je ne veux pas avoir à me répéter. Et puis pour continuer dans tout ce que fait le Bénin actuellement pour attirer cette diaspora afro-descendante, on peut parler aussi tout dernièrement de cette initiative qui a surpris énormément de personnes. Donc c'est marrant parce qu'en fait, je suis en train de rigoler, il y a des commentaires, il y a quelqu'un qui dit Paul Biya démissionne, mais c'est pas le sujet, Christian Touken, c'est pas le sujet aujourd'hui. On parle du Bénin, on parle pas du Cameroun. Le Cameroun qui est ce pays d'Afrique centrale
avec le président Paul Biya. Et puis voilà, donc je reprends ce que je disais. Donc tout dernièrement, le Bénin a mis en place justement quelque chose qui a surpris, qui a fait grand bruit dans la diaspora, et qui est la mise en place de l'acquisition de la nationalité pour les Afro-descendants à travers le monde, qui arrivent à prouver qu'ils ont des ancêtres qui ont été victimes du commerce triangulaire et de la traite transatlantique. Donc, je vais faire monter tour à tour des personnes qui viennent du Bénin, des personnes qui connaissent le Bénin, des personnes qui vont pouvoir s'exprimer et dire justement si ce tableau est si magnifique que ça, ou bien il faudrait un peu nuancer et voir pire, que c'est totalement du marketing. Donc, je commence sans plus attendre avec ma première invitée. C'est une femme que vous connaissez. Elle a été interviewée sur Webac to Africa. Je crois que c'est l'interview qui a le plus de vues sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est le moment d'aller la voir. Donc, elle dit non, elle dit non. Mais si vous n'avez pas encore vu l'interview, c'est le moment d'aller la voir. Donc, Chris Nelly, merci d'être parmi nous. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui n'auraient pas forcément vu cette interview dont je parle? Ok, bonjour tout le monde. Alors, je suis Chris Nelly Akovo, béninoise qui a grandi au Gabon, puis fait ses études en France avant de décider de rentrer au Bénin il y a quelques années déjà. Voilà, donc je suis au Bénin, j'ai une maison d'hôte, un restaurant, service traiteur. Génial, voilà. Génial. Tu es au cœur même de ce qui se passe au Bénin depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'ai hâte d'écouter ce que tu as à nous dire par rapport au Bénin. Je vais faire monter notre deuxième invité, Monsieur Adé. Monsieur Adé, merci d'être parmi nous. Monsieur Adé, est-ce que vous pourriez vous présenter très brièvement? Vous qui avez participé à l'événement Black Star Line à Paris sur le retour en Afrique, vous avez partagé votre expérience du retour. Vous êtes actuellement, non pas au Bénin, mais dans un autre pays d'Afrique. Je vais vous laisser détailler tout ça. Donc, bonsoir à tous. Comme Messon l'a précisé, moi c'est Adé. Donc, je suis béninois d'ailleurs, toujours. J'ai grandi en France, mais je suis né au Bénin. J'ai fait mes études à Paris. J'étais avocat de base, mais actuellement je travaille. J'ai fait mon retour en Afrique, mon way back, dans un groupe qui travaille un peu partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, actuellement, je suis basé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Adé. Je vais faire monter notre troisième invité, donc, qui est présent actuellement, donc Franck Dossa, qui a créé Afropol. Je vais l'inviter à se présenter. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas de caméra, si c'est un bug. En tout cas, Franck, si tu peux régler ce problème de caméra, ce serait génial. Franck, tu nous entends? Oui, je vous entends. Génial. Oui, mais on ne te voit pas. Oui, je sais. Je vais... Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu peux te présenter très brièvement, et puis le temps que tu règles l'histoire de la caméra, pendant que les autres invités prendront la parole. Franck Dossa, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas sur la chaîne Webac to Africa? Oui, bien sûr. Franck Dossa, béninois d'origine. Je suis de la diaspora béninoise parce que même si j'ai vécu en Afrique la moitié de ma vie, je n'ai jusque-là pas vécu au Bénin. Et je travaille sur les questions de migration, développement, diaspora et développement depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant. Ça passe vite. Depuis 2004, 2005. Et je dirige Afropol, qui est une plateforme qui se focalise sur le retour de la diaspora entrepreneuriale au Bénin et en Afrique. Et je suis basé à Genève, après un bon moment passé en Angleterre. Génial. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. Je vais reprendre avec Chris Nelly. On va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de faire un débat très qualitatif, sans faire trop de fioritures. Chris Nelly, selon toi, alors, est-ce que le Bénin est véritablement cet Eldorado pour les Afro-descendants? Eldorado, bon, le mot peut sembler fort. Le mot peut sembler fort, mais tout dépend en fait des attentes des personnes qui décident de revenir. Qu'on ait déjà vécu en Afrique ou pas du tout, qu'on soit, voilà, quel que soit en fait le niveau d'afro-descendance, je veux dire peut-être des personnes qui viennent des îles, etc.
ça, tout dépend vraiment de ce qu'on attend, selon moi. Le Bénin, pour moi, c'est un bon compromis pour quelqu'un qui veut découvrir un pays qui a encore gardé de l'authenticité, un pays dans lequel la culture est très accessible et même très visible, tout en gardant en fait ce côté petit pays, c'est-à-dire à mi-chemin entre une très grande ville ou entre un côté un peu plus village. C'est vraiment à mi-chemin. On peut y garder une qualité de vie et on peut avoir accès en fait à un peu tout ça, aussi à une proximité humaine. Donc quelqu'un qui recherche ça, oui, ce serait un très très bon compromis parce qu'ils peuvent s'installer, je pense, en douceur et avoir accès à toutes ces choses-là en fait. Mais je dirais pour nuancer tout de suite, même si je pense que ça peut être un bon compromis, mais il faut pas oublier donc que le Bénin reste un pays qui est aussi assez codifié. Donc pour quelqu'un qui vient de découvrir, il faut vraiment pouvoir prendre le temps aussi de décoder beaucoup de choses pour voir plus loin que ce qu'on peut voir de prime abord en première ligne. Voilà ce que je peux dire tout de suite. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Christine. De toute façon, on va rebondir dessus. Tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir creuser le sujet. Je vais directement donner la parole à Adé, voir si Adé, ce que tu partages, ce qui a été dit par Chris Nelly, est-ce que tu veux y apporter une certaine nuance, justement même avoir un point de vue contradictoire. Selon toi, est-ce que le Bénin est véritablement un Eldorado pour les Afro-descendants? Un Eldorado, je dirais, il est difficile de dire oui. Également, je vois ce qui a été amélioré au Bénin, les démarches qui ont été faites par le gouvernement pour rendre le pays attractif. Ce qui est vrai, c'est que quand tu quittes l'Europe ou les États-Unis pour venir t'installer en Afrique, le Bénin ne vient pas dans ta tête comme le premier pays où tu souhaiterais t'installer. Alors que cependant, il y a beaucoup comme disait Chris Nee, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de la culture y est accessible et on peut s'y épanouir assez vite, mais il reste quand même on va dire, des problèmes structurels qui persistent et qui peuvent vite transformer cet Eldorado en petit cauchemar. Donc, je reste nuancé sur ma réponse. Mais on développera plus. D'accord, d'accord. Tu es un peu dur à ce petit Eldorado en cauchemar. Donc, très rapidement, ça peut basculer au Bénin. Donc, il ne faut pas croire tout ce qui est dit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que Franck Dossa, hein, qui a créé Afropol, donc Afropol, je le rappelle, hein, il a dit très brièvement, mais c'est surtout axé sur le Bénin, sur le retour au Bénin. Donc, selon toi, Franck, est-ce que le Bénin, c'est un Eldorado pour cette diaspora afro-descendante? Je pense que la formule que Chris Nelly a employée me plaît beaucoup parce qu'elle a essayé de nuancer un peu la réponse. Et je pense qu'en effet, ça dépend des attentes et de ce que chacun recherche. En ce moment, la Côte d'Ivoire est l'une des destinations les plus phares dans la sous-région pour les francophones. C'est plus adapté, je pense, à ceux qui recherchent un environnement plus proche de celui qu'ils ont quitté en Occident. Quelque chose de beaucoup plus, je dirais, urbain, beaucoup plus cosmopolite. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus ancré dans la culture, de plus ancré sur la communauté, je pense que le Bénin est une destination qui parlera à ces gens. Hier, j'ai rencontré une Ivoirienne qui me disait qu'elle avait vécu au Bénin et qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle même préférait le Bénin. Donc, je crois que c'est vraiment une question de goût, de choix et de ce qui parle aux gens. Mais pour ma part, je pense que oui, le Bénin a le potentiel d'être un Eldorado pour ceux qui veulent retrouver leurs racines, surtout dans les communautés afro-descendantes et qui cherchent quelque chose d'authentique. C'est ce qu'on met en avant quand on essaie de vendre notre pays, c'est cette authenticité, cet aspect culturel. Et donc, je pense que ça a ce potentiel. C'est quelque chose qui est en développement depuis quelques années.
une initiative, je pense, qui a été poussée vraiment par ce gouvernement qui a eu cette vision de développer cet aspect des choses. Donc, je pense qu'on n'y est pas encore, mais il y a beaucoup qui a été fait et je crois qu'on est sur le bon chemin. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. Là, on reçoit un nouvel invité qui vient d'arriver parmi nous. Donc, Monsieur Herbert. Monsieur Herbert, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, cher ami. Comment tu vas? Vous m'entendez? Ça va très bien. Oui, ça va très, très bien. Merci. Merci d'être parmi nous. Est-ce que tu pourrais mettre ta caméra, s'il te plaît? Can you see me? Oui, c'est filmé, c'est filmé. Voilà, vous inquiétez pas, vous apparaissez bien à la caméra. D'accord. Donc, Monsieur Herbert, est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement, s'il vous plaît? Ok, bonsoir Messan, bonsoir chez tous. Je suis Herbert Moutangou. Je suis directeur commercial de la CIPI, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, en charge du développement de la zone industrielle de Glodigué. D'accord, très intéressant. Glodigué, c'est la plateforme industrielle développée par le gouvernement béninois pour attirer les investisseurs étrangers et susciter les investisseurs locaux à essayer l'industrialisation. Parce qu'il faut retenir que le Bénin, pendant longtemps, a été un pays de commerçants, où tout ce que nous avons fait, c'est l'achat-vente. Aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, nous essayons de changer les choses en poussant les gens vers l'industrialisation et de valoriser nos ressources naturelles. Et c'est pour cela que cette zone a été designée. Très intéressant, très intéressant. Pour vous, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Ça va être une question très particulière, hein, Herbert. Donc, il faut savoir que là, tu as parlé d'une chose très intéressante. Tu dis que le gouvernement béninois essaie d'attirer les investisseurs étrangers. Quand on dit étranger, il y a aussi l'aspect afro-descendant aussi qui rentre en compte. Effectivement. Qui sont rattachés aussi au Bénin. Donc, comment, par exemple, quelqu'un qui est dans la diaspora aujourd'hui peut être intéressé pour se dire je vais investir au Bénin? Qu'est-ce qui est mis en place pour faciliter ça? Ou est-ce que c'est... Bon, là, toi, tu es directeur commercial de la CIPI, donc tu ne peux pas dire le contraire ici sur cette chaîne, mais qu'est-ce qui est mis en place justement pour favoriser cet investissement de la diaspora? Le premier conseil que je donnerai, c'est déjà s'informer. Aller comprendre les mécanismes mis en place, aller lire les lois, aller lire tout ce qui est documents d'incitation, d'accord? D'abord, c'est de s'informer. Mais Monsieur Alberto, vous êtes là actuellement, vous pouvez nous vulgariser tout ça. Ils n'ont pas besoin d'aller lire, ils ont besoin seulement de vous écouter. Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce que vous pourrez partager avec nous ce soir, justement, qui pourrait inciter la diaspora afro-descendante à venir investir au Bénin? Alors, la première chose, c'est de commencer par dire qu'aujourd'hui, le Bénin is the place to be. Ça, c'est la première chose. Bénin is the place to be. Il y a un gouvernement qui est vraiment regardant sur le développement industriel pour participer au développement socio-économique de notre pays. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, nous avons mis en place des lois qui permettront aux investisseurs de se retrouver dans un espace vraiment neutre, où ne joue pas la politique, où ils n'ont pas besoin de passer par un tel ministre ou une telle agence ou un tel département pour pouvoir avoir les agréments. Nous avons un guichet unique. Alors, maintenant, si tu me permets, je vais parler de ce que je sais, la zone industrielle de Glodigué. Allez, tu peux aller. Alors, GDI est designé effectivement pour attirer ou pour permettre à tout investisseur, que ce soit locaux ou étrangers, spécialement les afro-descendants ou toute personne voulant faire l'expérience de l'Afrique et particulièrement celle du Bénin, leur permet d'être dans un environnement de business avec un modèle économique différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, pour ce fait, le gouvernement béninois a mis en place une loi, la loi sur les ZES, les zones économiques spéciales en République du Bénin. Dans cette loi, nous avons plusieurs régimes. Nous avons un régime qui vous permet de produire sur place et de réexporter hors des espaces CEDEAO. Un autre régime qui vous permet de faire une innovation de rupture ou une innovation descriptive en
pénétrant le marché du Bénin ou de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément celui de la CEDEAO, avec sans oublier le voisin du Nigeria à côté. Donc, avec cette loi, vous ne parcourez forcément pas tout le système administratif béninois parce que en son sein, la GDIZ a un guichet unique. Et ce guichet unique regroupe toutes les administrations béninoises, si je puis le dire ainsi, sans en abuser. C'est que Donc, vous en fait, n'avez pas besoin. ce que vous dites, c'est que quand ils vont à la GDZ, donc à la Logic Bay Industrial Zone, ils n'ont pas besoin d'aller en ville, d'aller faire différentes formalités. Ils vont directement à un seul endroit pour régler toutes leurs formalités. Ils veulent créer leur entreprise, ils vont là-bas. Ils veulent avoir des agréments, ils vont là-bas. Toutes les administrations sont au même endroit. C'est ce qui facilite le business d'un point de vue administratif, c'est ça? Je dirais encore plus, ils n'ont même pas besoin de se déranger. Ils ont Herbert et puis son équipe. Ils ont Herbert et puis son équipe qui font tout le boulot pour eux. Allô Herbert, je veux créer une société. Je vous dis, voici les types de sociétés que nous avons au Bénin. Voilà ceci les avantages. Voilà ceci, ce qui les caractéristiques, les détails. Ok, Herbert, je vais pour une SARL. En 2 heures de temps, sa société est créée. Depuis mon bureau. Je n'ai même pas besoin de quitter le bureau. Première étape. Eh bien, j'ai envie d'investir dans tel. Qu'est-ce que tu me proposes? Ok, la loi prévoit tel pour tel. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Vous comprenez? C'est le système mis en place permet aux gens de ne plus perdre du temps, en fait. Parce que nous entendons, hein, quand les gens reviennent au pays, le plus difficile, c'est de s'intégrer. C'est d'avoir les bonnes informations. C'est de côtoyer les bonnes personnes afin de ne pas, 1, perdre le temps, 2, perdre leur argent. Vous comprenez? Ou 3, ne pas se décourager et de repartir d'où ils viennent. Ce système est mis en place. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que l'administration aujourd'hui est très jeune. Il n'y a plus les papas de 60 ans, sans en abuser bien sûr, pour vous faire chier ou pour vous dire, pour vous rappeler que vous êtes jeune. Non, vous avez en face de vous des jeunes qui peuvent effectivement, lors d'un pot, vous expliquer exactement ce qui se passe au pays. Et je pourrais dire, entre parenthèses, que c'est le moment pour nous jeunes de nous intégrer et d'empêcher les étrangers. Quand je parle d'étrangers, je parle d'autres personnes que nous, afro-descendants ou nous de la diaspora, de venir profiter des opportunités que nous sommes en train de mettre en place au Bénin aujourd'hui. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, hein, Monsieur Herbert. Je vais laisser la parole à qui le veut. Je voyais Monsieur Adé faisait un peu la tête pendant que Herbert parlait. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que votre compatriote dit ou vous n'êtes pas, le cerveau n'est pas si ravissant que ça? Non, pas du tout. Déjà, je veux d'abord saluer Herbert, que je connais très bien, et je suis très ravi de voir son visage. Ça me fait plaisir. Non, tout ce qu'il a dit sur Glotigwe, sur la zone, c'est vrai. Mais comme il a dit, c'est dans un processus d'industrialisation. Donc, c'est à destination des afro-descendants qui ont des entreprises ou qui ont un certain capital et qui veulent, par exemple, venir investir dans le soja ou venir investir dans le coton. Et c'est vrai que Claude Higuet est une bonne vitrine pour attirer les investissements et attirer des investissements afro-descendants et de la diaspora. Et comme il dit, c'est vrai que ce serait bien que ce soit plus les gens de la diaspora qui bénéficient de ces avantages. Donc, mais ça reste comme on dit dans mon ancien travail, ça reste du mid-cap, du large-cap. Mais qu'est-ce qui est fait pour les petits, les petits gens comme disaient certains présidents qui veulent revenir et investir dans le pays? Je prends à titre d'exemple, moi je connais quelqu'un qui est venu, qui a créé son
une sorte de boulangerie au Bénin, mais ça n'a pas vraiment marché parce qu'il manquait de... Il n'y avait pas une demande pour répondre à cette offre. Donc, je trouve que pour venir s'installer, ce que je vois par rapport aux autres pays en Afrique de l'Ouest, il faut quand même bien étudier ce que tu veux faire, comment tu veux venir t'installer. C'est pas non plus la porte ouverte. Et en dehors c'est vrai qu'à Glotigwe, tu as un guichet unique qui te permet de tout faire assez facilement, d'avoir cette flexibilité. Mais quand tu sors de Glodigwe, cette flexibilité n'existe plus. On est toujours dans ce régime un peu rigide pour obtenir des autorisations, pour pouvoir exercer certains métiers ou faire du commerce, rien qu'ouvrir une boutique. Donc, il y a des choses sont faites, mais on arrive enfin, si je compare avec la Côte d'Ivoire, on arrive à ce même niveau, mais c'est pas encore le cas, mais des efforts sont faits. D'accord. Justement, j'en profitais après tout à l'heure, hein, je vais revenir sur ça et tu vas pouvoir faire la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est vrai que là, on parle du Bénin comme le nouvel Eldorado des Afros, mais quand on dit nouveau, c'est bien parce que c'est nouveau. La Côte d'Ivoire a gardé cette place pendant des années et quand on parle de la Côte d'Ivoire en termes d'organisation de festivals, de musique, en termes d'organisation d'événements culturels, je crois que la Côte d'Ivoire est toujours à des années-lumière du Bénin. Je crois dire ça sans heurter mes congénères, mes compatriotes béninois, car moi-même j'ai des ascendants. Je ne savais pas jusqu'à des années-lumière. Maintenant, si tu me permets, je voulais placer une petite parenthèse. Ok, très rapidement. Après, je donne la parole à Chris Nelly pour qu'elle puisse rebondir. Parce qu'elle qui est une petite entreprise justement au Bénin, son point de vue sera d'autant plus intéressant. Aujourd'hui, nous devons penser autrement. Permettez-moi d'aller comme ça. Que nous pensions désormais à nous mettre en groupe. Parce que nous pensons petit quand on est seul. Mais quand on dépasse on passe à 2 ou 3, on commence pas à passer grand. Je vous donne un petit exemple pour te permettre de continuer. Quand je prends l'opportunité en confection de vêtements, vous avez appris beaucoup de choses sur la confection de vêtements au Bénin, où la FIFA est passée et tout. Est-ce que vous savez que 10 ou 5 afro-descendants peuvent se lancer dans ce business-là sans difficulté aucune? Ah bon? Comment? Oui, Monsieur sans difficulté aucune. Comment sans difficulté aucune? Sans difficulté aucune. Comment? Dites-moi comment. Je vous explique. Créer une société, c'est rien du tout au Bénin aujourd'hui. Vous comprenez? Lever des fonds également, c'est rien du tout au Bénin aujourd'hui. Alors, lorsque vous prenez une usine de confection de vêtements, c'est à peine 2,5 milliards ou 3 milliards maximum, si je prends le BFR et le CAPES. Donc, 2,5 milliards, hein, 2,5 milliards. Donc, vous dites c'est rien, c'est à peu près 3 millions d'euros. Donc, pour vous, c'est rien, c'est 3 millions d'euros, c'est rien. Mais sans tu me permets, je peux te dire que c'est rien du tout dans le système de la levée de fonds aujourd'hui au Bénin. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Alors, aujourd'hui, nous avons des difficultés parce que nous voulons avoir nos petits 10 millions ou 20 millions pour lancer notre propre business. Alors, avec ça, nous ne pouvons lancer qu'un petit business. Tu as pris l'exemple de pâtisserie ou quelqu'un a pris l'exemple de pâtisserie. Si cette personne m'avait constaté, j'allais lui dire, viens dans la zone, je te fais un business model où tu installes ta pâtisserie et ça marche. Parce qu'aujourd'hui, je t'informe. Oui. Monsieur Herbert, avec vous, on devient riche automatiquement alors. Automatiquement. Non, mais ça, nous avons vu les autres faire. D'accord? Nous avons vu la facilité avec laquelle les autres font. Mais c'est parce que nous ne réfléchissons pas profondément que nous sommes là à nous apitoyer sur notre sort, en fait. D'accord. Parce que je peux te dire que j'ai vu de petits Indiens venir au Bénin, d'accord, avec des projets de rien du tout, mais aujourd'hui, se font de l'argent. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Là, par exemple, il y a Raptor Zification qui lui dit la chose suivante. Il dit il y a des cas sur ce thème où l'exode des Afro-Américains sur le continent est mal perçu. Donc, quand il dit Afro-Américains, je pense qu'on peut même dire les Afro-descendants en général, est mal perçu par les locaux africains, alors qu'on accueille les Chinois, les Libanais, les Européens à bras ouverts. Est-ce que tu penses que
au-delà même de la mentalité, de cette mentalité de faire petit, il y a ce fait qu'aussi, les gens qui sont dans la diaspora et qui veulent arriver avec des projets, Monsieur Herbert, vous les accueillez mal. Quand vous voyez d'autres Non, personnes arriver, vous les accueillez mieux. Est-ce que c'est faux? non, non, c'est faux. C'est faux? En tout cas, Ouais. moi, je suis nationaliste, je suis patriote. Mhm. Je peux vous dire, j'ai fait 2 réunions aujourd'hui dimanche Mhm. avec des locaux que je poussais à venir dans la zone pour leur dire, Mhm. attention, si vous ne faites pas vite, d'ici 2 ans, vous allez commander certaines choses dans votre propre pays à des étrangers. Mhm. Très Oui, bien, Monsieur Herbert. Là, vous avez eu beaucoup la parole. Donc, on va rester sur ça. On va rebondir sur vous après. Donc, rappelez-vous d'une chose. Monsieur Herbert a dit qu'avec lui, vous devenez riche en même temps. Quand vous voulez investir au Bénin, vous devenez riche en même temps. Si jamais ce n'est pas le cas, vous le poursuivez en justice. Ah oui. je mets quiconque au défi. Ok, je vais justement basculer sur Chris Nelly. Chris Nelly, toi, tu as je vais dire un petit business. Parce qu'effectivement, je compare par rapport au domaine industriel dans lequel est Herbert. Donc là, on est dans une maison d'hôtes, mais pas que. Donc, tu as aussi un restaurant. Je vais te laisser détailler. Est-ce que toi, tu as l'air d'être d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant par Herbert, notamment sur les facilités administratives, sur la jeunesse qui est vraiment mise en avant? On ne retrouve pas les vieux papas qui bloquent le système. Est-ce que toi, tu es d'accord sur ça par rapport à ta propre expérience? Et peut-être tu pourrais aussi donner un point de vue peut-être historique. Ça fait un petit moment maintenant que toi, tu es rentré et que tu as lancé des activités. Donc, tu as vu ce changement au fil des années. Qu'est-ce que tu dirais selon toi? En fait, il y a eu, depuis la présentation, depuis le premier sujet, il y a eu en fait beaucoup de sujets abordés. Avant de revenir sur la partie administrative, je voudrais dire que effectivement, je pense que là, c'est plus pour répondre à Monsieur Adé. Effectivement, le Bénin, on est vraiment loin. On est vraiment loin en termes de marché déjà de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays où il y a beaucoup plus de monde. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui vient investir une société, une petite ou moyenne entreprise, dans une petite ou moyenne entreprise, il ne va pas s'attendre peut-être à des résultats aussi élevés ou aussi rapides, voilà, que dans un pays où il y a un réel marché. Ici, on a un tout petit marché qu'on se partage. Les personnes qui ont les moyens selon le marché, selon l'activité que vous lancez, ce sont les mêmes. C'est un tout petit marché, c'est une toute petite part de marché et voilà, on se les partage. Donc c'est vrai que c'est comme beaucoup de choses, c'est un compromis. Si on décide d'être dans un pays comme moi je l'ai décidé, d'être dans un pays où j'ai pas envie d'avoir des bouchons tous les jours pour aller acheter du pain, j'ai pas envie j'ai pas envie en fait j'ai fui certaines choses que je connaissais en Occident. J'ai préféré une certaine qualité de vie, mais ça va aussi avec peut-être revoir certaines choses ou être plus patient pour certaines choses en fait. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'on peut pas tout avoir. Peut-être qu'en allant dans un pays où il y a un gros marché, on a aussi des désavantages que peut-être on ne souhaite pas avoir. Donc j'en reviens encore à redire, tout dépend des attentes. Et quand on sait qu'on a des attentes peut-être plus fortes sur une qualité de vie, on accepte plus facilement de revoir certaines choses à la baisse. Mais si on est très ambitieux, qu'on veut que tout aille vite, tout aille loin, tout aille plus haut, être riche en 1 jour, en 2 jours, 3 jours, forcément, ça peut vite devenir un cauchemar parce que ici il faut prendre patience. Ça c'était donc ma première réaction en fait par rapport à tout ça. Donc toujours à nuancer en fait avec les attentes qu'on a. Maintenant, est-ce que tout est devenu plus facile? Alors sincèrement, moi GlowJB je connais pas. Je suis passée devant peut-être 5 fois, c'est tout, mais je ne connais pas. Et Prenez mon c'est contact, je vous fais visiter la semaine prochaine. Mais voilà, c'est déjà très intéressant d'entendre tout ça. Je ne le savais pas. Parce que quand on est là aussi, quand on est concentré dans son activité, dans tout un tas de choses dans la vie, en fait, les informations ne viennent pas forcément à nous. Et c'est vrai qu'on a peut-être plus de difficultés à les avoir. Quand je disais tout à l'heure que le Bénin était très codifié, il faut connaître tel qui connaît tel qui peut te dire, ah, mais tiens, pour ça, tu peux voir de ce côté. Pour ça, tu peux voir de ce côté. On n'est pas forcément tous les jours je sais pas si c'est les journaux encore qui marchent, mais je sais pas ce qui marche aujourd'hui pour être informé de tout. Peut-être que ça peut être intéressant aussi de le savoir, de le partager, pour qu'en fait, on n'ait pas l'obligation de connaître tel ou tel pour savoir où aller ou que faire. Et par rapport à la facilitation des choses en dehors de GlowJB, oui, il y a eu une facilitation, bien entendu. Je pense que quand j'ai ouvert la maison de Camélia, il fallait passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut aller déposer le dossier, tu déposes telle somme dessus.
Une semaine après, tu rappelles, 2 semaines après, tu rappelles. Voilà, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, je suis derrière mon ordinateur, je fais la plupart des choses. Même si, voilà, tout n'est pas encore très, très, très bien fait. Un instant, un instant. Excusez-moi. Hein. Oui, parce que Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être, après, je vais donner la parole à je reviens, excusez-moi. Oui, je disais, aujourd'hui, tout est derrière mon ordinateur. Depuis mon ordinateur, je fais tout. Je fais, j'ai mon IFU. Je sais plus ce que je fais. Mes impôts, c'est devenu hyper facile que les impôts prélèvent sur mon compte. Ça se fait en un clic, quoi. Tout est très rapide de ce côté-là. Mais il y a malgré tout, voilà, des améliorations et c'est normal. On va pas dire que tout est parfait parce qu'une fois qu'on a cliqué, parfois il faut quand même aller imprimer, aller redéposer le papier là, revenir pour voir la personne qui s'est levée, etc. Donc il y a quand même toujours des codes. Et quand tu les connais pas, tu vas toujours être très très impatient parce que ça ne va pas vite. Ça ne va pas vite malgré ces grandes améliorations. Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur la facilitation digitale et tout ça. Mais justement, peut-être très, très rapidement par rapport à ce sujet du fait que le Bénin est un pays très codifié et qu'à chaque fois, il faut connaître des gens. Chris Nelly, dans un domaine, moi, qui m'a assez surpris, c'est vrai qu'en étant au Togo et en passant la frontière au Bénin, c'est par rapport aux forces de l'ordre. Moi, j'ai l'impression maintenant qu'on va au Bénin, les forces de l'ordre vont être moins corrompues. C'est-à-dire que effectivement, on va moins être dérangé, on va moins être arrêté pour demander qu'on te paye le café, qu'on te paye le coca, etc. Est-ce que ça, c'est qu'une impression que justement, dans ces différentes administrations, on a des jeunes qui sont dynamiques et puis c'est beaucoup plus fonctionnel ou c'est un peu plus nuancé? Ça, c'est la vision qu'on a quand on est touriste au Bénin. Je dirais il y a eu un changement parce que je crois que il y a eu une volonté affichée du gouvernement que de faire réellement baisser cette corruption visible, cette corruption dans les rues, dans les administrations et tout ça. Donc cette volonté affichée forcément a fait que les gens ont plus de mal en fait à demander parce qu'ils ne savent pas en face de qui ils sont, ils savent pas si ça va remonter, ils savent pas s'ils vont être sanctionnés. Donc oui, ça a changé, mais bon, forcément comme tout, il faut nuancer. Encore une fois, faut comprendre, ça sera plus le café, mais pour certains, ce sera d'une autre manière qu'ils vont le demander. Ce sera peut-être une lenteur administrative pour d'autres encore. Pour certains, voilà, pour motiver, pour faire comprendre. Mais si tu n'es pas du tout, si t'as pas du tout grandi ici ou dans un de nos pays, tu vas quand même pas comprendre. Tu vas dire mais pourquoi ça bouge pas, pourquoi c'est lent? Alors qu'en fait quelque part il y a quelqu'un qui se dit mais voilà, s'il me donne quelque chose, moi je fais avancer les choses plus vite. Donc ça existe toujours, mais peut-être moins et surtout moins affiché. D'accord, parfait. Monsieur Herbert, je vois qu'il ouvre son micro, il éteint son micro, il veut répondre, il veut absolument répondre. Monsieur Herbert, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais ouvrir une petite parenthèse en disant, le Bénin n'est plus codifié. Désolé de le dire ainsi. Je vais profiter peut-être pour faire la nuance. Là, on a en face de nous Chris Nelly qui est une entrepreneur au Bénin et on a monsieur Herbert qui est lui directeur commercial d'une plateforme qui est entre le privé et entre le gouvernemental. Donc, c'est pour nuancer un peu les deux points de vue. Non, je veux bien la rencontrer. Vu qu'elle est au Bénin, je suis disposé à la rencontrer. En réalité, nous avons pris pour habitude que l'information vienne à nous. Alors qu'aujourd'hui, nous devons essayer d'aller vers l'information. Là, je prends un petit exemple, si vous permettez. Elle a dit qu'elle entend parler de Glodigbe, qu'elle n'est pas allée vers Glodigbe. Alors que nous faisons beaucoup de publications sur notre page LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc, si elle pousse un peu sa curiosité, elle verra beaucoup d'informations. Deuxièmement, allons-y vers les administrations. Faisons le jeu d'aller ici ou là pour voir un peu comment ça se passe et comparer à ce que nous avons entendu. Parce que aujourd'hui, le gouvernement veut qu'on vienne tester les nouvelles dispositions, les nouveaux dispositifs, pour voir si effectivement ça répond à là où nous allons ou aux objectifs visés, ou bien s'il y a des choses à corriger. Vous comprenez? Quand je prends l'administrateur adjoint, l'autorité administrative adjoint,
de la zone économique, c'est un jeune d'à peine 30 ans. D'accord? Quand vous allez à la pièce aujourd'hui, il y a certains directeurs, mais le directeur, l'actuel directeur de la pièce, c'est un jeune. Donc, c'est pour dire quoi? Nous avons des habitudes et nous pensons que ces habitudes-là continuent. Mais aujourd'hui, je demanderai à tout un chacun d'aller réessayer le système, de pousser le bouchon, d'aller poser des questions, de demander. Peut-être que les informations ne viendront pas à temps, mais quand nous allons à la quête de l'information, nous pourrons avoir les bonnes informations. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Vas-y, Chris Nelly. Oui, juste si vous permettez. À la base, je suis quelqu'un de très, très connecté, d'accord? C'est-à-dire que dès que j'ai besoin d'une information, je vais sur Internet, je Google, je fais mon petit Google, j'ai mes informations, j'avance. C'est vrai que cette habitude-là, sur beaucoup de domaines, peut-être pas sur GlowJB, je n'attaquerai jamais parce que je compte peut-être ouvrir une pâtisserie et être très riche, donc je vais. Mais bon, je dirais que de manière générale, j'aime bien trouver l'information sur Internet parce que dans ma présentation, j'ai peut-être pas parlé de ce côté-là. Je suis à la base dans l'informatique. Mais malheureusement, sur beaucoup de choses, je ne trouve pas d'informations. C'est-à-dire que j'ai vécu longtemps en France. On va rapidement, on fait tac, tac, tac. On a nos informations tout de suite. Il y a un site, il y a ça, il y a ça. Ici, sur beaucoup de choses, ce n'est pas encore possible. C'est aussi ça qui fait que ce réflexe, on n'arrive pas toujours à le développer. Peut-être qu'aujourd'hui, il est vrai pour certains points, mais il ne l'est pas encore pour beaucoup d'autres points. Aujourd'hui, je veux savoir ce qui se passe au niveau de, je sais pas, de telle loi, de telle. Malheureusement, tout ce que j'ai à faire, même si on trouve certaines choses sur Internet ou quelqu'un qui a fait un PDF quelque part, ou je suis obligée de me référer finalement au code français en me disant bon, mais comme je sais qu'on a peut-être calqué ça sur le code français, là je retrouverai rapidement l'information. C'est juste un exemple, hein. C'est vraiment pour dire que de manière globale, c'est encore très difficile de trouver l'information, à moins peut-être, comme vous dites, d'être connecté aux bonnes pages. Et là encore, il faut le savoir. Quand je dis codifier, c'est forcément avoir le bras long, connaître tout le monde partout, ou avoir une personne qui connaît tout, mais c'est toujours savoir, mais comment en fait, justement, savoir GlowJB, si quelqu'un vient d'arriver, il connaît pas ce nom, il ira sur Internet, il trouvera quels sont les mots-clés qui permettront de trouver. Est-ce que dès qu'il tape investir au Bénin, il tombe sur ça? Est-ce que dès qu'il tombe devenir riche en 2 jours, il tombe sur ça? Je ne sais pas au Bénin. Donc, en fait, non, je rigole, mais juste pour dire que malgré tout, il faut dire qu'on a avancé, mais on n'en est pas encore peut-être à juste prendre son ordinateur ou son téléphone et trouver toutes les informations. Je ne le crois pas. Ok. Je suis d'accord. Donc, je vois qu'effectivement, il y a Sénat qui lui dit la chose suivante, qui est très pertinente. Dans ces cas, il faut faire appel à des professionnels. Et effectivement, pour une petite entreprise, ça peut vite revenir cher. Donc, moi, je vois aussi cet aspect, effectivement, aussi qui est très business. Donc, accompagner des gens qui ne connaissent pas forcément le Bénin lorsqu'ils veulent investir, etc. Ça peut être une idée d'activité. Après, ici, on est sur Web Back to Africa. Donc, l'idée, c'est que les gens rentrent et puissent monter leur business sans se ruiner forcément. Mais en tout cas, ça peut être de bonnes idées. Donc, je vais prendre l'avis de M. Franck Dossa, donc, qui est un Béninois exilé depuis Genève. Donc, qui a décidé, lui, de ne pas qui a décidé de ne pas être au pays, qui préfère prôner le retour au pays sans être au pays. Donc, Monsieur Dossa, on parlait des lois. Pas des lois. Monsieur Dossa, on parlait des lois. Donc, il y a une loi tout récente. Donc, la loi qui octroie la nationalité aux afro-descendants à travers le monde lorsqu'ils prouvent qu'ils ont été victimes par leurs ascendants de la traite transatlantique. Donc, comment cette loi a été reçue, notamment dans la diaspora béninoise, du côté béninois et du côté des afro-descendants? Parce que vous accompagnez les gens au retour en Afrique et je présume qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont que béninois. Il y a des gens qui sont béninois, mais d'autres personnes qui ne sont pas béninoises. Donc, comment cette loi a été perçue? Je vais commencer par une petite parenthèse. Les gens n'aiment pas les gens. Mais ils aiment l'argent des gens. Oui, je pense que cette loi a été assez bien reçue. Bon, je n'ai pas les échos au niveau local par la population, mais je sais que dans la diaspora, dans les communautés afrodescendantes, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, qui
je pense, a cet effet attendu qui est d'attirer ces communautés vers le Bénin. C'est une bonne chose, mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon suivi, que ce soit bien appliqué. Il ne faut pas que les gens se retrouvent à attendre 2-3 ans alors qu'on leur a promis quelques mois pour ce genre de procédure. Donc, il faut que derrière cette loi, il y ait un système qui soit bien organisé. Donc, je pense qu'on a les gens compétents pour le faire. Il y a une volonté politique pour que ce soit fait. Donc, je suis assez optimiste pour que ça entre en effet, que ce soit un succès. Donc, effectivement, il y a cet aspect où on essaie d'attirer ces afro-descendants et je n'ai pas eu l'impression qu'il y a forcément la volonté d'attirer une certaine forme d'afro-descendants. Je sais que pour le cas du Ghana, il y a eu la volonté d'attirer les célébrités afro-américaines, les gens qui ont de l'argent, attirer les dollars. Là, le Bénin a l'air d'être plus ouvert, donc il n'y a pas forcément la volonté d'attirer des célébrités, etc., mais d'attirer des gens qui sont afro-descendants et qui se revendiquent comme tels. Je pense, excuse-moi de t'interrompre, je pense que c'est dans une suite logique, oui. Parce que si on regarde les interactions qui ont été faites, il y a pas mal de, par exemple avec la Martinique, les Antilles, il y a pas mal de choses qui ont été faites, par exemple autour des trésors royaux qui ont été ramenés. Une exposition a été organisée, je crois que c'était bien en Martinique. Donc il y a ce pont qui se fait politiquement. Récemment, le président était au Brésil pour négocier des accords avec les communautés brésiliennes et avec l'intention de justement créer ce pont entre le Brésil et le Bénin. Donc je pense que c'est toujours réfléchi. C'est ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a ce bond en avant, parce que beaucoup de ces choses, à la différence de ce qui se faisait avant, ces choses sont appliquées avec méthode. Ce n'est pas toujours parfait, mais je crois qu'il y a cette approche business qui a été apportée dans la gestion du public et c'est ce qui fait l'impact et tout ce bruit qu'il y a autour du Bénin. Parce que les choses sont beaucoup plus stratégiques. J'en profitais justement pour donner la parole rapidement à Chris Nelly, parce que justement là, on parle de ces afro-descendants qui viennent découvrir le Bénin. Toi, tu as une maison d'hôtes qui est une référence à Cotonou. Hein. Moi, avant même d'aller à Cotonou, tout le monde m'en parlait. Et puis après, ensuite, je suis allé à 2 reprises et je n'ai pas été déçu, vraiment. Donc toi, tu as la possibilité d'avoir tous ces afro-descendants qui viennent ou pas, justement. Est-ce que toi, selon toi, depuis que tu es rentré, tu l'as expliqué dans ta vidéo, dans ton interview, mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas forcément écouté, est-ce que tu as l'impression justement qu'il y a cet engouement d'autant plus important des afro-descendants pour le Bénin, avec toutes ces politiques qui sont mises en œuvre? Et c'est vrai qu'il y a un vrai focus sur le côté touristique. Donc, est-ce que toi, justement, tes affaires marchent d'autant mieux depuis qu'il y a toutes ces poussées, on va dire, toutes ces volontés politiques mises en place? Ok, bon, comme je l'avais dit lors de l'interview, c'est vrai qu'on a vu le profil des personnes qui venaient, qui avaient changé. J'en reviens un petit peu au Bénin, petit pays, pas si dynamique que ça selon Monsieur Adé, mais qui au final attirait aussi cette cible-là de personnes ou de touristes, beaucoup de femmes seules qui voulaient venir et pour lesquelles c'était déjà un bon moyen de mettre les pieds en Afrique en se sentant en sécurité. Parce qu'il faut pas oublier que le côté sécurité reste un aspect primordial pour tout touriste. Donc, en fait, nous, ayant cette stabilité, cette sécurité-là, attirons beaucoup de ces personnes-là. Et avec tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu pour justement les afro-descendants, ça ne cesse en fait de s'amplifier. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont installées, beaucoup qui sont venus s'installer. Quelques-uns qui sont repartis, peut-être parce que finalement, ce n'était pas exactement ce qu'ils recherchaient en termes d'attente. Mais quoi qu'il en soit, alors pour répondre à ta question, oui, on voit l'impact, on voit les gens. Maintenant, par rapport à la réponse de Franck, je dirais un peu la volonté y est, les démarches y sont. Peut-être que pour l'instant, on oublie un peu les gens. Alors quand je dis qu'on oublie un peu les gens, c'est les locaux. Comment est-ce qu'ils sont préparés à ça? Comment est-ce qu'ils sont préparés à accueillir des Béninois qu'ils ne considèrent pas comme Béninois et qui
ne se considèrent pas comme béninois pour certains. Parce que ça peut être un refuge, en fait, pour certains. Certains, là, et puis se disent, c'est une facilité, on y va. Il n'y a pas forcément un processus d'intégration que je connais, en tout cas, dont j'ai entendu parler. Peut-être que je me trompe. Un processus d'intégration de part ou d'autre. C'est-à-dire, est-ce que l'afro-descendant qui arrive passe par une case, un peu comme en France, où quand tu veux devenir français, on va te faire la dictée, on va t'expliquer des choses, on te raconte l'histoire, tu apprends l'hymne peut-être, j'en sais rien. Quand tu es au Gabon, que tu veux devenir gabonais, tu dois acquérir un nom local gabonais. En fait, tout ça, c'est pour t'approprier en fait cette culture. Est-ce qu'il y a un processus d'appropriation de la culture, de compréhension de ce qu'ils vont devenir, de quelle identité ils sont en train de vouloir se réapproprier, je dirais, peut-être pas approprier, mais réapproprier, puisque c'est un retour. Et de la même manière, est-ce que les populations comprennent ce qui se passe? Quand il y a un carnaval à Ouida avec des afro-descendants, eux, ils comprennent pas pourquoi tout d'un coup il y a des carnavals avec des gens à moitié nus. Il y a pas eu en fait, il y a quelque chose qui pour moi manque en fait socialement pour faire réellement ce lien et pour que voilà, tout ça marche. Donc, localement, moi, j'entends quelques plaintes de personnes qui vont dire oui, moi, depuis le temps que j'essaye de faire mes papiers, ça marche pas. Et puis là, on facilite à tout le monde. Moi, quand je vais, on va me dire si. En fait, j'entends un peu des sons de cloche. Donc, je pense que c'est bien. Cette volonté, elle est très bien parce que ne pas faire une place, en fait, aux afro-descendants, c'est une erreur. Ne pas leur redonner leur place, du moins, c'est une erreur. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a quand même un choc culturel qu'il faut, des deux côtés, qu'il faut pouvoir peut-être résorber pour que tout se passe encore mieux. Génial, merci pour ce point de vue, hein, Chris Nelly. Je vais peut-être laisser Franck répondre, mais s'il répond, c'est très brièvement. Donc, il y a Francky qui disait très bon point de vue de KNA, super. Et puis de l'autre côté, je crois qu'il y a Igor qui est un ami, je pense, de Herbert, qui dit la chose suivante. L'analyse de KNA, de Chris Nelly est biaisée. Tout est presque disponible en ligne au Bénin. Il y a trop de facilités administratives, de lutte contre la corruption et de moyens de porter plainte, y compris en ligne. Donc, pour Igor, le Bénin est un pays qui marche comme sur des roulettes. Tout est disponible, il n'y a pas de problème. C'est un point de vue aussi qui est différent. Igor, n'hésite pas à venir dans le lien, dans le StreamYard et à donner ton point de vue aussi oralement. Et justement, je vais laisser très brièvement Franck répondre à Chris Nelly par rapport à ce qu'elle vient de dire. Désolé, j'étais en train de multitâcher. Tu n'as pas tout écouté, c'est ça? Si, mais je ne sais pas. Donc, elle parlait de la difficulté justement de faire le pont entre ces afro-descendants et les populations locales béninoises. Et justement, le fait qu'on a implémenté ce type de politique qui vise à redonner leur place aux afro-descendants, mais en même temps, il peut y avoir une certaine forme de deux poids, deux mesures, parce qu'on connaît par exemple tous des histoires de Béninois ou des personnes de la diaspora qui veulent faire leur papier, ça prend du temps. Mais là, quand on va accueillir des gens qui ne sont pas forcément béninois, ça va être très très vite. On va les accueillir à bras ouverts. Et par exemple, là, elle prenait l'exemple du festival de Ouida. Je crois que c'est le festival, c'est le Vendou Days, non? C'est ça, non? Je ne me trompe pas. Oui, mais non, voilà, donc effectivement, on va essayer de mélanger les différentes cultures, notamment afro-descendantes. On va mettre, par exemple, un carnaval où il va y avoir des personnes d'origine afro-caribéenne qui vont venir et présenter leur culture. Et pour les populations locales, on va se dire, mais quel est le lien entre le vaudou et puis justement ce qu'on voit ici à Ouida? Donc, créer le pont, un peu faire la synergie entre ces deux mondes qui peut un peu effrayer. Franck, toi, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose dont tu as entendu de bons retours? Est-ce que tu partages l'avis de Chris Nelly? Oui, en fait j'étais un peu... Bon, je donnais la parole à Herbert. Je crois que tu es un voilà, peu... Non, c'est justement ça. Je me disais que c'était plutôt Herbert qui était plus adapté à répondre. D'accord. Mais je vais confirmer ce que Chris Nelly a dit. Et je me rappelle, elle a mentionné que les gens étaient un peu choqués par les images qu'ils voyaient. Et il y a récemment eu un autre festival là vraiment accentué sur l'aspect afro-caribéen, antillais. Et justement, j'ai essayé de sonder les sons de cloche, voir comment ça a été reçu. Parce que ça m'a surpris qu'il y ait... Après les retours assez mitigés en fait, c'était
je crois que c'était un groupe de salsa brésilien qui avait tourné dans le carnaval et qui avait choqué beaucoup. Je pense que oui, qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Et peut-être aussi, c'était la première édition du style, donc il y aura toujours des choses qui vont pas être parfaites ou qui vont pas parler à tout le monde. Donc je pense que pour la prochaine édition, ce sera sûrement mieux structuré pour éviter que certaines personnes soient froissées, que ce soit incohérent pour d'autres. Mais je pense qu'il y a justement, comme tu demandais tout à l'heure au sujet de quelle est l'approche du gouvernement pour attirer ces Afro-Caribéens, là, c'est un exemple de pont qui est en train d'être fait entre le Brésil, cette diaspora brésilienne, afro-brésilienne qui a ses origines au Bénin, notamment avec le vaudou qui est assez ancré dans certaines de leurs cultures. Mais je pense que oui, il y a ce problème où on est focalisé sur les grosses structures, les gros capitaux, les grosses initiatives. Et c'est un peu difficile pour les petits entrepreneurs, mais c'est partout pareil, je pense. J'en profitais, Franck. Franck, j'en Oui. profitais justement. Je vois que Herbert, hein, il est encore en train de se donner. Il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose. Herbert, justement, pour toi, effectivement, et puis on sait que dans la diaspora afro, les gens ne sont pas forcément tous des capitaines d'industrie avec des moyens colossaux. C'est vrai que par exemple, pour les populations, si on prend l'exemple des populations chinoises ou indiennes, rien que numériquement, en fait, on va trouver plus ce type de personnes-là dans ces populations et qui vont être amenées à investir dans d'autres pays. Donc, oui. Mais ça, la DPME. La DPME. Oui, Herbert. La DPME. Oui. Elle est là aujourd'hui pour accompagner les petites et moyennes entreprises. D'accord. Qui est à la tête de la DPME? Dis-moi. C'est M. Laurent Gangbès, l'ex-directeur général de l'APIEX, que le président a dépêché pour aller corriger les choses à cause du succès que l'APIEX a eu aujourd'hui et l'impact que l'APIEX a eu aujourd'hui dans l'attractivité des investisseurs étrangers et la suscitation de ces investisseurs locaux, la DPME. En fait, aujourd'hui... Herbert, avant de te laisser justement vraiment creuser le sujet, on va être pragmatique. On va vraiment donner des exemples. Là, tu dis effectivement, c'est facile que les gens qui viennent avec même des petites structures peuvent gagner beaucoup d'argent au Bénin, notamment les afro-descendants qui veulent. On parle de l'Eldorado du Bénin, donc pour les afros. Donc, concrètement, Herbert, quelles sont les opportunités pour les afros qui veulent rentrer au pays, qui veulent venir au Bénin, qui veulent gagner de l'argent? Qu'est-ce que toi, tu leur conseilles à l'heure actuelle? Donc, quoi ils peuvent investir? De quelle manière ils peuvent être accompagnés? Et ils peuvent gagner de l'argent, ils peuvent être tranquilles au pays. Voilà, ils sont retournés en Afrique, ils sont bien et leur business marche. Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce que tu as senti dans ton métier quand les gens viennent et tu vois qu'il y a ce manque-là? Merci, Vincent. Je vais d'abord faire une petite parenthèse. Le gouvernement a pris un décret il n'y a pas longtemps et le Vautour Days passe à 4 jours. Donc, on a 4 jours de vacances. Avant, c'était combien? Une seule journée, le 10 janvier. Une seule journée. Maintenant, c'est passé à 4 jours. Ça passe du 10 au 14, c'est ça? Oui. 4 jours. 10, 11, 12, 13. Donc, c'est récent. Parce que le gouvernement a senti qu'il n'y a pas beaucoup de jours consacrés à la chose pour introduire de nouvelles choses et pour permettre aux gens de préparer leur arrivée au Bénin et de venir vivre l'événement afin que le brassage culturel soit effectif. Je pourrais partager avec toi le décret après ceci que tu pourras partager avec ta communauté pour qu'ils soient informés. Première chose. Deuxième chose, les afro-descendants, quand ils veulent venir au Bénin, ils passent par des amis, pas des connaissances, qui n'ont pas forcément l'information du terrain. Et lorsque vous venez sur un territoire sans avoir fait une étude de marché et vous venez avec le même business, attendez-vous à ne pas avoir un succès rapide.
parce que vous n'avez pas fait au préalable une étude de marché, ou vous ne savez pas où implémenter votre business, ou vous ne savez pas qui pourra vous accompagner dans le business. En fait, c'est ça le problème. Mais si tu me connais, tu m'appelles, je suis au Bénin, eh ben, je veux revenir, je veux ouvrir une boutique de chaussures. Mais ça vient et ça marche et tout, sans savoir effectivement quel type de chaussures moi-même je porte, sans savoir où est-ce qu'il faut mettre cette boutique-là pour que ça marche. Quel est le réseau que tu dois avoir pour pouvoir faire passer ton business? En réalité, c'est ça le problème. Ce qui fait que quand ils viennent au pays, ils n'ont pas les bons contacts, ils n'ont pas la bonne connexion et c'est difficile d'intégrer le marché. Donc finalement, Chris Nelly a raison. Chris Nelly a raison. Il faut connaître les gens, il faut connaître l'information pour se débrouiller au Bénin. Non, il faut aller demander. Aller vivre les agences. Il y a de jeunes, je t'ai parlé de l'ADPME, je t'ai parlé de l'APIEC, je t'ai parlé de GDIZ. Allez poser des questions. Prenez une journée pour parcourir les administrations juste pour avoir un contact. Pour être fier de dire au ministère de l'économie, j'ai telle personne que je connais, que j'ai rencontrée aujourd'hui, qui ne faisait pas partie de mon réseau. À l'ADPME, j'ai quelqu'un que je connais aujourd'hui qui ne faisait pas partie de mon réseau. À l'APIEX, j'ai rencontré quelqu'un que je connais aujourd'hui qui ne faisait pas partie de mon réseau. Et comme ça, vous posez des questions auxquelles vous aurez de réponses. Parce que... Mais je vais te couper très rapidement parce que c'est vrai que toi et moi, on se connaît et qu'on a beaucoup été... on a eu des situations similaires dans lesquelles il y a eu des gens qui étaient pas originaires du continent qui venaient. Et c'est vrai que ces personnes qui viennent et qui veulent investir dans nos pays, elles, ce qu'elles font, et c'est très fort, elles prennent 1, 2, 3 journées, elles vont dans toutes les administrations, elles posent des questions, elles ont une liste de questions à laquelle elles ont des réponses. Et une fois qu'elles ont elles ont toutes les réponses à leurs questions, elles investissent. Et c'est vrai que j'ai vu personne de nos communautés africaines, afro-descendantes venir et se plier au même exercice. Et ça, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, Herbert. Parce qu'ils ne pensent forcément pas des amis et des connaissances. Donc, tu penses qu'il y a un manque de professionnalisme de la part des afro-descendants lorsqu'ils veulent investir, lorsqu'ils veulent faire des choses? Non, pas de professionnalisme, je dirais de curiosité. Okay. Parce que je puis comprendre que tous ces descendants-là sont d'abord des cadres, des intellectuels. D'accord? Depuis leur position d'intellectuel, ils doivent réfléchir autrement que la parenté ou la fraternité, etc. Ils doivent mettre le costume ou aller influencer l'administration, comme j'ai l'habitude de le dire, et de poser des questions. Okay. Je reçois beaucoup qui viennent, je suis venu au pays pour prendre 2-3 renseignements sur les conditions d'investissement au Bénin. Je suis content. Même si je sais que derrière, il y a un petit bluff, je suis content parce que il a pris le risque de venir. Je te donne un exemple très simple. Vendredi, il y a un monsieur qui est venu du Maroc, qui a bousculé mon bureau pour dire, Monsieur Herbert, j'ai pris votre numéro sur Internet, je veux vous voir aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Il dit, il n'y a pas de souci, vous êtes déjà là, asseyez-vous. Je travaille avec un groupe marocain. Nous œuvrons à ramener des investissements marocains au Bénin. Mais je n'ai pas d'informations. Je l'ai pris moi-même, j'ai fait le tour de la zone, je lui ai expliqué le modèle économique, je lui ai remis tous les documents relatifs aux conditions d'investissement dans la zone. Je lui ai même donné le code des investissements du Bénin pour qu'il ait le choix entre venir dans la zone ou investir au Bénin. Ouais, parce que toi, tu es nationaliste. Au-delà même de ton travail qui est de faire venir les gens dans la zone, tant qu'ils investissent au Bénin, pour toi, c'est déjà un succès, c'est ça? Je suis d'accord, parce que c'est oser le Bénin, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui. C'est oser le Bénin, redécouvrir le nouveau Bénin. Et c'est ce que d'autres ne font pas. Et je les comprends. Ils sont sceptiques. Ils ont la peur d'être arnaqués. Ils ont la peur d'être si. Mais venez d'abord en vacances, parcourez les administrations, allez déranger tout le monde, bousculer et collecter d'abord les informations. Après la collecte des informations, vous allez mettre en place votre plan d'action. Deuxième chose, tout n'est pas écrit. C'est ce qui est dangereux. Tout n'est pas écrit. Chris Nelly a raison. Non, quand je dis tout n'est pas écrit, c'est depuis leur position. Ils n'écrivent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont une idée, ils ont une pensée, et c'est par rapport à cette pensée qu'ils descendent. Alors qu'aujourd'hui,
Nous, on a besoin de choses écrites. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire au Bénin? Voilà. Quand vous parlez d'investissement, vous voulez investir dans quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà écrit par rapport à cet investissement? Même si c'est prévisionnel. Quand tu conseilles vraiment d'avoir ce business plan, en tout cas d'avoir quelque chose de formel sur lequel on peut se baser pour ensuite maintenant… Draft. Même si c'est un draft. Pas forcément un truc régulier. Même si c'est un draft. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez vers moi, je vais vous poser la question de savoir où est-ce que vous allez. Si vous n'avez pas de réponse, la discussion devient un peu plus complexe. Parce que je ne sais plus comment vous orienter. Parce qu'il n'y a pas un travail de fond qui a été fait en amont. C'est également ça. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus, ou le Bénin n'est plus ce pays où on peut descendre juste avec des idées. Il faut descendre avec des idées mises dans des documents, pas écrits, pour prouver une chronologie de ce qu'on a envie de faire. Et sur place, on va vous dire non, ici, refaites ceci, réorientez cela, faites ceci, etc. Je mets au défi un seul afro-descendant ou un gars de la diaspora qui viendra faire l'expérience avec moi et avec mon réseau et qui soit déçu. Il n'y en a pas. Parce que je sais exactement vers qui l'orienter. Effectivement, Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous jeunes. Il n'y a plus de barrière de vous êtes qui, vous faites quoi. Non. Champion, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu as envie d'aller? De quoi tu as besoin? Et on s'entraide, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Là, parce que là, c'est bien, on a dressé un tableau, hein, mais monsieur Herbert qui est là, lui, c'est le Bénin, c'est tout beau, tout rose, c'est l'Eldorado. Il a fait son choix. Lui, la nuance, bon, il a fait des petites nuances, mais en tout cas, son choix est fait. Et c'est vrai que là, il y a un point qu'on a peut-être oublié, et j'aimerais justement poser la question peut-être à Chris Nelly et Herbert qui sont sur le terrain actuellement. C'est la question des infrastructures. Moi-même, maintenant, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore dit publiquement sur la chaîne, mais ceux qui écoutent le live là vont le savoir, mais je suis au Rwanda. On compare beaucoup le Rwanda et le Bénin, en tout cas la trajectoire que prend le Bénin, notamment sur le fait que Cotonou, qui est la capitale économique, mais pas que d'autres villes annexes du pays, deviennent donc de plus en plus bitumées. Il y a de plus en plus d'infrastructures. Par exemple, je crois que c'est le centre administratif avec tous les ministères. Il va y avoir des hôtels qui ouvrent en pagaille. Donc, il y a ces infrastructures qui sortent un peu de partout. On dit aussi que Cotonou devient de plus en plus propre. Les gens font plus attention, ils ne jettent pas les choses n'importe comment. Il y a une vraie politique urbaine, disons. Est-ce que vous le ressentez vraiment? Est-ce que les routes sortent de partout, à tout moment, les routes se créent, ou finalement le chantier est tellement immense que malgré même tous les efforts du gouvernement, toute la bonne volonté, ça ne suffit pas encore. Est-ce que c'est quoi votre sujet par rapport à ça? Je vais laisser d'abord la question. Toi, Herbert, je sais ce que tu vas dire. Bon, on va commencer par ça, comme ça, il y a moins de surprises. Après, on va laisser la parole à Chris Nelly. Herbert, très rapidement, 1 minute. Mais pendant longtemps, on nous a dit que le développement passe d'abord par les infrastructures, surtout les infrastructures routières. Pour le commerce. Et le Bénin a compris aujourd'hui. Je te donne un simple exemple. Avant, c'était difficile de quitter Cotonou pour la zone industrielle. Aujourd'hui, je laisse Madame Nelly faire l'expérience. Dès lundi, qu'elle prenne la route, elle verra que c'est en chantier. Double voie 4x4. Double voie 4x4. Oui. Wow, ok. Permettre aux gens de circuler librement. Et ceci, ça va juste au centre du pays. Parce que la matière première vient de la partie nord du pays. Tu comprends? Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pas tout. Aujourd'hui, quand tu quittes Cotonou pour aller à Parakou, tu as le choix entre prendre par Porto-Novo ou prendre par Boïko. Ou prendre par la route normale qui est à Lada, etc. Parce que Cotonou, Parakou, par Boïko et par Porto-Novo en passant par Ketou, etc. Totalement bitumé. Bitumé et asphalté? Asphalté. Pour les fois, comme on le dit en goût. J'ai fait la route. Tu sais, la stratégie du Bénin, c'est effectivement attirer d'abord des investisseurs. Et quand tu veux venir, ça fait partie des indices que tu prends. Quel est l'état des routes? Quelles sont les infrastructures que vous avez?
et quelles sont les dispositions mises en place par le gouvernement. Beaucoup de choses, de petits indices. Et comme on le dit, tout se trouve dans les détails. Donc, le Bénin a d'abord misé sur les détails. D'abord, pour permettre aux gens, quand tu viens aujourd'hui, je peux faire du business uniquement dans la zone de l'aéroport. Entre Sofitel, Novotel, Golden Tulip, etc. pour te montrer le Bénin et tu es d'accord. Après, je t'amène à Zone Fire pour que tu t'amuses ou je t'amène à Macumba. De petits détails et tu es à l'aise. Je te dis que c'est tout le Bénin qui est comme ça, tu es d'accord. Je ne sais pas si tu comprends. Et aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de gens accompagnent le Bénin. J'ai rencontré, pour ne pas monopoliser la parole, jeudi, un investisseur étranger qui n'a plus envie de quitter. Il est parti par... non, il est indien, mais il a grandi à Dubaï. D'accord, ok. Donc, il est venu, je peux vous dire son nom, hein? C'est le propriétaire de la villa. Okay. Madame Nelly doit connaître la villa à Cotonou. Donc, lui, voilà, donc toi, tu expliques clairement que quelqu'un même qui a été à Dubaï, donc à Dubaï qui est vraiment l'exemple même de l'urbanisation, du développement, de la propreté, il est venu ici, il est venu chez vous à Cotonou là-bas. Il a trouvé que ça respectait ses conditions de vie, son standard, parce que le pays est propre, on peut circuler. Et puis là, c'est vrai qu'on parlait de l'économie, on dit que ça permet de faire circuler les matières premières, le fait est que les routes soient bitumées, asphaltées, etc. Mais un autre point que moi je voudrais ajouter, c'est en matière de tourisme. C'est vrai que en étant dans une partie du Bénin, on va moins connaître une autre partie du Bénin parce qu'on aura des difficultés à s'y rendre, etc. Mais là, on permet à quelqu'un qui vient découvrir le Bénin de découvrir le Bénin globalement et pas seulement Cotonou, la capitale, comme généralement chez nous en Afrique. On confond la capitale et le pays. Parfois même, on dit, bon, quand on dit, toi, tu es en Côte d'Ivoire, on pense que directement tu es à Abidjan. Quand on dit, toi, tu es au Rwanda, on pense directement tu es à Kigali parce que nos capitales, finalement, sont nos États. Là, donc là, le fait est qu'on mette en place des infrastructures qui relient les choses. Ça permet de mieux découvrir le pays. Christine, je te dis qu'il a même cité des villes. Il a cité de petits villages où il est en train de faire beaucoup de choses. Je te promets que j'étais sidéré. Je te jure que j'étais sidéré. Plus de 10 business en train d'être mis en place par lui. Il a dit qu'il ne veut plus quitter le Bénin. Et c'est allé jusqu'à une université. Oui. Et ça, c'est allé jusqu'à une université. Là, je veux vraiment insister sur ce fait-là. Il y a des gens qui viennent en Afrique. On n'est pas dans une démarche de xénophobie ou de repousser les gens, etc. Moi, je suis juste dans une démarche d'inciter les afro-descendants à le faire également. Puisque après, ce sera pour pleurer, pour dire « Oh, mais c'est les étrangers qui viennent, qui font des choses, etc. » Vous avez aussi l'opportunité. Herbert dit qu'il y a toutes les facilités, que tout est en ligne, tout est clair, etc. En tout cas, appelez-moi. Allez le conseiller, allez comment s'appelle, le contacter. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à revenir vers moi et me le dire. Et puis, j'irai le dénoncer publiquement sur Web Back to Africa. Donc, vraiment, faites l'effort. Faites l'effort. Si vous avez des idées, des projets, etc., tentez l'aventure, venez au pays faire de belles choses comme le fait Chris Nelly. Et puis justement, Chris Nelly, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu partages totalement l'avis de Herbert ou tu serais un peu plus nuancé? Non, bon, non, je ne vais pas tellement nuancer en fait sur ce sujet-là. La partie qui concerne les infrastructures, c'est un constat. Oui, c'est vrai que je ne fais pas le Bénin pour dire que c'est partout, mais à Cotonou, on le voit, jusqu'à une certaine partie du pays, on le voit. Je ne sais pas jusqu'à où, mais en tout cas, moi, je vois. Ce qui, moi, me marque le plus, c'est la propreté. Très sincèrement, je suis toujours très, très, très contente, très fière quand tous les 2 jours, je vois des personnes en train de nettoyer les rues qui habituellement ou qui avant étaient sablonneuses, avec des sachets, avec tout ça. Il n'y a plus rien de tout ça. Tout est propre. Et j'aime la verdure, ça, le nom même de ma fonction le montre. Donc aussi, j'aime bien le développement de petits espaces verts qu'il y a eu à travers la ville. Tout ça, ça fait partie du charme de Cotonou. Quand on revient, je parle bien de Cotonou, hein, pas du Bénin. En tout cas, pour le Bénin, je constate tout ça. Et quand on revient d'une ville beaucoup plus grande, de Dakar, d'Abidjan, tout ça, moi, je trouve que Cotonou a beaucoup de charme et développe beaucoup ce charme-là. À travers ses petites infrastructures, sa propreté et ses petits espaces verts. Voilà. C'est une signature, c'est une marque et je pense que il faudrait vraiment que, quels que soient ceux qui prennent la suite dans quelques années, que
que ce soit considéré vraiment comme, voilà, pas une perte d'investissement, c'est vraiment un investissement parce que ça, c'est ça qui plaît aux gens, ça fait partie de ce qui plaît. Ça me plaît en tout cas. Et voilà. Je vais juste compléter avant de donner la parole à Franck, à notre ami Franck qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. C'est vrai qu'on compare, on dit souvent que le Kigali, donc au Rwanda, est la capitale la plus propre d'Afrique. Et je vais vous le dire sans concession, et vraiment, je n'exagère pas sur cette chaîne, quand je vous dis qu'en comparant les deux villes, en comparant Kigali et Cotonou, Cotonou est sur la route de ce que fait Kigali en termes de propreté. Vraiment, c'est très appréciable le fait de voir une ville qui commence à se verdir, qui est propre. C'est très agréable. On peut marcher. Quand on parle, effectivement, quand on quitte l'aéroport, on peut marcher de l'aéroport jusqu'à sur toute la côte. On voit qu'on crée on essaie un peu de créer une promenade même autour de la plage, etc. Donc, c'est très agréable, en fait, ce mode de vie. Et je peux comprendre tout à fait que quelqu'un qui n'est pas forcément béninois, mais qui, quand là, il arrive au Bénin et à Cotonou, il apprécie le cadre de vie parce qu'il y a beaucoup de choses à Cotonou et ça fait penser, on a cette image effectivement des pays développés qui sont propres avec beaucoup de buildings, de grosses infrastructures. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas encore allé au Bénin, à Cotonou, je vous invite véritablement à le faire. Franck, est-ce que vous voulez confirmer ou infirmer? Vous êtes un exilé depuis 20 ans ou bien vous êtes rentré entre-temps? C'est pas gentil. Non, je l'embête, il sait très bien que je l'embête. Franck, il faut enlever. Voilà. Donc, la dernière fois que tu étais au Bénin, monsieur Franck, c'était il y a combien de temps? Bon, c'est vrai que mes frères et moi, nous sommes tous nés à l'extérieur. Et bon, c'était une destination de vacances pour nous. Mais en 2016, j'ai fait l'expérience de passer du temps, d'explorer, de découvrir l'écosystème. Donc, j'ai fait 6 mois. Je suis revenu à Londres pour un mois organiser mes affaires et je suis revenu pour 1 an et demi. Donc, 2 ans à tout casser. Et donc, je confirme parce que c'est à cette époque que les choses ont commencé à bouger. Le changement, oui, ça a commencé à bouger. Et je me rappelle encore la déclaration du programme du gouvernement qui avait été diffusé à la télé, qui était quelque chose d'assez nouveau et ça montrait vraiment quelque chose d'inattendu qui se préparait. Et je suis ravi de voir que ils ont tenu leurs promesses par rapport à vraiment transformer le pays. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je voulais revenir sur certaines choses qui avaient été dites tout à l'heure. Je pense que le gros des problèmes pour ceux qui viennent, surtout les afro-descendants, tout comme les Béninois de l'étranger, comme on les appelle communément, le problème c'est le problème c'est une question de... Parce que l'entrepreneuriat, les gens ont tendance à minimiser l'entrepreneuriat quand ils ne maîtrisent pas le sujet. Ça a l'air facile vu de l'extérieur, mais c'est quelque chose de très, très compliqué. Qu'on soit en Occident, qu'on soit en Afrique ou en Asie. Et c'est quelque chose qui souvent nécessite ce travail en amont, cette étude de terrain dont parlait Herbert. Et souvent, c'est aussi une question d'accompagnement parce que c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts et de structuration. Je crois aussi que l'une des choses à mentionner, c'est pour ces étrangers qui viennent et qui font les choses facilement. L'un des avantages qu'ils ont, c'est parfois, ils viennent avec le capital aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui souvent fait défaut. Quand tu parles bien du capital financier, n'est-ce pas? Financier, oui. Ça raccourcit beaucoup de difficultés, beaucoup de complications. Je pense que, comme Herbert l'a dit, il faut venir découvrir. D'ailleurs, j'en profite pour placer un petit truc là. En fin d'année, on organise un business trip. Donc, pour ceux qui sont intéressés à faire ce pas, faire cette expérience d'études de terrain, de découvrir les opportunités, voir, palper du doigt vraiment l'écosystème, le terrain, c'est une bonne occasion, prévue pour décembre.
Ok. Je vais partager les informations plus tard Ok. avec toi. Ok, Et je le mettrai dans la partie description et puis dans la partie commentaire également. Donc, n'hésitez pas à regarder dans cette partie-là pour retrouver des informations sur le business trip organisé par Afropol en fin d'année pour découvrir le Bénin. oui, donc je pense que on est sur la bonne voie. Bien sûr, la bonne voie. On est sur la bonne voie. On a beaucoup avancé. Il ne faut pas oublier que le Bénin était socialiste pendant longtemps. Des pays comme la Côte d'Ivoire sont capitalistes, libéral. Depuis pas mal de temps. Donc, c'est une dynamique différente. Mais le Bénin vient de loin. Et la transformation qu'a subi le pays est impressionnante. Ce n'est pas les Béninois qui le disent, c'est les étrangers, c'est ceux qui comparent l'évolution. D'ailleurs, le pays est sorti de la liste des pays Pays moins avancés. Les moins avancés, oui. Je vais en profiter pour essayer de respecter un peu le timing. Je voulais être à peu près à 1h30 de débat et de discussion sur le Bénin. Donc là, on est déjà à 1h20. Je vais en profiter. Donc, je vois qu'il y a à peu près une vingtaine, une trentaine de personnes qui nous écoutent depuis le début. Et j'espère que vous avez fait vraiment les 3 gestes qui sauvent. Franchement, je compte sur vous. Si vous voulez faire grandir Way Back to Africa, c'est très important. Aimez la vidéo. C'est très important pour le référencement et afin que tout le monde puisse écouter ce qu'a dit Chris Nelly, Franck, Herbert et au départ Adé. Puis 2, rejoignez Way Back to Africa en vous abonnant à la chaîne. Voilà, suivez Chris Nelly aussi, elle connaît les gestes par cœur. Et activez la cloche afin de ne rien manquer du contenu qui sort dessus. Et puis 3, ne soyez pas égoïstes. On a une doctrine en Afrique du Sud, une doctrine africaine, Ubuntu, qui dit « Je suis parce que tu es ». Et c'est ensemble que nous faisons des choses. Herbert parlait tout à l'heure de faire des choses ensemble. Quand on est 1, 2, 3, 4, 5, on rêve grand. Actuellement, sur Way Back to Africa, on est 9500. Je compte sur vous pour qu'on arrive au moins au chiffre de 10 000. Donc, venez, partagez autour de vous, faites découvrir l'initiative. Et puis, on va rentrer dans cette dernière partie du débat sur le Bénin. On a dressé un tableau plutôt favorable du Bénin avec des nuances parfois, mais c'est toujours très positif, très amélioratif. Là, on va rentrer dans une position beaucoup plus critique. Donc, je vais prendre le fait est que j'ai 3 panélistes avec moi, 3 panélistes de qualité avec moi, justement pour dire si jamais il y avait une chose qui devait être améliorée au Bénin, laquelle serait-elle plutôt? C'est vrai qu'on prend l'exemple d'une personne comme Maureen Haïté. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle, qui est béninoise, qui est née au Bénin, je crois, et qui est partie s'exiler comme Franck, mais non pas en Europe, mais plutôt en Côte d'Ivoire. Et justement, elle avait été très critique sur le Bénin, justement, sur le fait qu'elle a eu beaucoup de membres de sa famille qui ont eu des problèmes, notamment dans le domaine de la santé, qu'au Bénin, on laisse les gens dans des conditions déplorables. Donc, si jamais il y a quelque chose dont vous voudriez parler et une chose qui est véritablement à améliorer au Bénin, laquelle serait-elle? Je vais commencer par notre ami Herbert, puisque lui, il a vraiment été que positif depuis le début. On va voir s'il a quelque chose à dire de critique. S'il n'a rien à dire de critique, alors là, je pense que je ne sais pas si on peut prendre en compte tout son argumentaire, parce que peut-être qu'il est payé, que quelqu'un l'a payé pour venir faire la propagande. Monsieur Herbert. Même pas. Je ne sais pas si tu m'entends. On entend bien. Ok. Je dirais plutôt, selon mon constat, c'est que ce qu'il faut corriger aujourd'hui au Bénin, c'est de renforcer le système financier béninois pour que quand les Afro-descendants viendront au Bénin et qui n'ont pas forcément de grandes garanties pour pouvoir lever des fonds, qu'on puisse leur accorder cela. Parce que je crois que c'est une des grosses questions qui n'a pas encore de réponse. Surtout dans la levée de fonds, il faut des garanties, il faut des choses qui doivent prouver, etc. Je crois que on va rendre un peu plus flexible le système bancaire béninois afin de leur permettre quand même de pouvoir lever facilement des fonds. Si je dois dire un truc, je dirais ça. Mais également, je dirais renforcer le système administratif béninois pour que l'accès à l'information soit un peu plus aisé. Que nous renforcions. Vous rejoignez ce que disait Chris Nelly, monsieur Herbert. Ah, oui, plus ou moins. Comme le dit le président, on n'a pas encore tout parfait, il nous reste beaucoup de choses à faire.
on va continuer de travailler, etc. Ben, je dirais pareil, en fait. Il faut, parce que si le système était bien coordonné, Christelle n'aura pas ce souci, par exemple. Donc, il y a un problème qu'il faut résoudre rapidement afin que les gens, depuis leur position, puissent avoir facilement accès à l'information. Troisième chose, je dirais tantôt, si il n'y a pas de système designé pour les grosses pointues, il faut quand même mettre suffisamment de dynamisme en place pour permettre aux petites et moyennes entreprises de s'intégrer et qu'il y ait la part de marché pour tout le monde. Bon, ce qui n'empêche pas que ces petites et moyennes entreprises fassent un effort de leur côté, elles aussi, pour pouvoir offrir un truc d'innovant qui puisse quand même pénétrer le marché avec force et vraiment distinction. Parce que si c'est du déjà vu, ça sera peu accrocheur. Mais si c'est un truc vraiment nouveau, etc., on se jette là-dessus, on va faire l'expérience. Je crois que c'est ce qui a lieu. Et surtout, le plus gros souci, c'est la levée de fonds pour les petites et moyennes entreprises. Parce qu'il faut partir de petits pour devenir grand. Ok. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup, Herbert. Merci beaucoup, Herbert. Donc, tu insistes vraiment sur cet aspect investissement et gagner de l'argent, s'enrichir au Bénin et trouver les mécanismes qui permettent à des gens qui n'ont pas forcément encore l'argent, mais d'aller chercher cet argent-là et pour justement grossir. Bon, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Hein. C'est vrai que tu as finalement confirmé les propos de Chris Nelly sur l'information. Mais c'est bien que tu le reconnaisses. Je vais donner justement la parole à Chris Nelly. Chris Nelly, selon toi, alors, qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré au Bénin à l'heure actuelle? Toi, tu voyez tous ces différents chantiers, ça se passe bien, mais vous vous dites, mais ça, ce domaine-là, on pourrait encore l'améliorer. Et pourquoi ce n'est pas encore fait? Alors, bon, il a déjà dit des choses importantes, donc je vais peut-être continuer sur d'autres points qu'il n'a pas abordés. Tout à l'heure, tu parlais de la santé. La santé est l'un des freins pour certaines personnes qui veulent s'installer, surtout quand ils ont des enfants. Ils se demandent, mais si je tombe malade, si mon enfant tombe malade, comment je fais? Où je vais? Ils sont un peu, beaucoup de gens sont perdus de ce côté-là. Donc, la santé, les assurances santé qui aujourd'hui sont très difficiles à avoir en tant qu'individuel également. Il y a, je crois, un Européen, un Français qui a lancé ça ici. Il y en a peut-être d'autres qui le font, mais c'est encore très peu accessible quand on n'est pas dans une grosse société ou voilà une administration qui puisse prendre en compte tout ça, ou quand on n'est pas non plus dans la partie, j'ai oublié le bon terme, pour ceux qui n'ont vraiment pas de moyens et qui peuvent être payés en compte par l'État, il y a un grand vide encore. Donc, c'est pour quelqu'un qui vient d'un système, par exemple, français, c'est un frein. Ensuite, pour la deuxième chose, si je dirais, dans l'élan de tout ce qu'il y a pour le tourisme, qui est très bien, hein, qui est un très bel élan, mais malheureusement, je vais encore un peu nuancer, c'est de ne pas oublier que l'authenticité est l'une de nos premières, est l'un des premiers attraits du Bénin. L'authenticité. C'est pas la plage, il y a des pays qui ont des plages beaucoup plus belles, c'est pas les parcs, je pense, je l'avoir déjà dit, il y a des gens qui ont des parcs, bon, malheureusement, même le nôtre n'est pas encore accessible actuellement, mais c'est vraiment cette authenticité, cette culture, et en voulant la remettre en avant, il faudrait pas, en fait, selon moi, que ce soit peut-être trop modernisé et qu'on perde en fait quelque chose, en fait. C'est tout simplement ça. Finalement, en voulant la moderniser, on perd ce caractère authentique. C'est ça un peu on perd vraiment ce caractère authentique. Et souvent, je donne l'exemple d'une dame qui était venue chez moi, qui est allée sur la place Tcha-Tcha, je crois, de l'arbre aux enchères, et qui simplement faisait un selfie parce que c'était beau, qu'il y avait des fleurs et tout ça. Je suppose que ça va sûrement être plus profond que ça, parce que c'est pas encore fini, je suppose, mais il faudrait vraiment qu'on garde cet aspect authentique et non juste ce côté beau qui fait que les gens oublient peut-être
tout ce côté poignant qu'il y avait au départ. Voilà. Très intéressant, très intéressant. Maintenant, si tu me permets, je vais faire une petite parenthèse. Il y a un peu de bruit, Herbert. Il y a un peu de bruit. Je ne sais pas si tu es en train de rouler. Je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est mieux. Vas-y, très brièvement, très brièvement. Oui, je voulais, sur le volet santé, c'est vrai ce qu'ils disent et tout, mais aujourd'hui, il y a un grand centre hospitalier qui est en train d'être développé au Bénin, précisément à Calavi, qu'on appelle CHIC. Et effectivement, pour répondre à ces besoins-là, en termes d'accès aux soins, etc. Et le gouvernement oblige tout le monde aujourd'hui à souscrire quand même à une assurance minimum. Donc, je crois que permettez au Bénin d'effectivement planter toutes les bases, d'accord? Et je crois que ça ira. Au niveau de la santé, on a déjà fait, l'hôpital est finalisé aujourd'hui. On est en train de recruter le personnel et je crois que ça sera accessible à tout le monde pour répondre surtout aux besoins internationaux. Parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'espace au Bénin. Il faut avoir des hôpitaux qui répondent quand même aux normes internationales pour leur permettre de ne pas forcément évacuer à chaque fois pour pouvoir répondre à cette question-là. Le gouvernement a pris cette décision et je crois que c'est finalisé. Je pourrais permettre à Denis de faire une visite également parce que j'ai des amis qui travaillent là-bas. Je veux quand même qu'elle voit autrement. Un autre exemple, le marché de gros. Je ne sais pas si elle a vu. Le marché de gros pour désengorger le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest qui est dans Topa aujourd'hui pour permettre de vraiment catégoriser les choses que nous faisons au Bénin. Nous sommes en train de réellement travailler à améliorer tout cela. Donc, comme elle est au Bénin, je voudrais personnellement m'engager à lui faire visiter tout ce qui est en train d'être fait pour qu'elle soit un témoignage pour les autres et pour que les prochaines fois, elle dise j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu ceci. Je vais m'engager personnellement. Herbert s'est engagé sur beaucoup de choses. Tellement il s'est engagé, les gens disent mais comment contacter Herbert SVP? Mail, contact. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vais mettre les contacts de tous nos panélistes parce qu'ils ont chacun des projets qui sont très intéressants, notamment Canelia avec la maison de Canelia, il y a Herbert qui travaille à l'OJB, il y a Franck Dossa qui travaille à Afropol, Régis aussi à cette initiative. Donc, je vais vraiment vous mettre tout ça en avant dans la partie description, commentaire, pour que vous puissiez les contacter, découvrir leurs projets. Ce serait vraiment génial. Monsieur Dossa. Alors, bon, on appelle ça le comique de répétition, notre exilé. Donc, vous qui êtes donc localisé à Genève, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon vous, notamment peut-être pour la diaspora béninoise, mais pas que? Qu'est-ce qui pourrait être encore fait pour encore plus attirer et pour que le Bénin aille encore plus de l'avant selon vous? Qu'est-ce qui est améliorable? Bon, il y a pas mal. Je crois que ce qui est intéressant aussi en Afrique, c'est le fait que c'est un terrain vierge, que tout est en construction. Ça veut dire que tous ces problèmes sont des opportunités pour créer des solutions et apporter une valeur ajoutée. En termes de l'attractivité ou de l'accès pour la diaspora, je pense qu'il y a pas mal encore à faire. Au niveau de... En fait, je ne veux pas être trop critique, mais je pense que la politique gouvernementale n'est pas encore assez orientée vers la diaspora en elle-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les afro-descendants, mais je pense que pour les Béninois de la diaspora, je n'ai pas senti, c'est un retour que j'ai eu d'autres personnes aussi. On ne sent pas vraiment une réelle préoccupation envers ces Béninois de l'extérieur. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce point. C'est vrai qu'il y a eu des efforts autour de tout ce qui est institutionnel,
avec l'association des élus béninois de France, l'association des médecins béninois en France. Donc ce genre d'initiatives beaucoup plus institutionnelles ont été faites, mais je pense que pour les Béninois de la diaspora qui veulent investir, qui veulent entreprendre, il y a du travail à faire au niveau de... je ne veux pas nommer des ministères, mais je pense que les institutions qui s'en chargent ont beaucoup de travail à faire pour vraiment saisir cette opportunité. On est dans la diaspora, on se plaint d'être maltraité, on se plaint du sort de nos pays et on a beaucoup à offrir à nos pays. Et je pense que nos pays aussi doivent prendre la mesure de ce potentiel. Ce n'est pas juste les remittances, les transferts d'argent qu'on peut apporter, mais aussi des compétences de l'investissement. Sinon, je voulais rebondir sur le côté investissement. Je suis d'accord avec Herbert, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Si le Bénin arrive, ce serait bien parce que je ne connais pas de pays qui a réussi. Il y a eu des efforts au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où il y a des structures qui ont été créées pour ce genre d'initiative. Mais dans tout ce qui est initiative de diaspora, il n'y a pas de pays qui se soit démarqué avec une réussite sur l'investissement, l'accès à l'investissement pour la diaspora. Par rapport à ce que Nelly avait dit tout à l'heure, je sais qu'il y a une carte de soins qui est disponible pour les couches de la société démunies, donc pour avoir accès aux soins gratuits. Il y a aussi pas mal d'initiatives qui sont montées par des gens de la diaspora pour tout ce qui est assurance santé, des solutions de e-santé ou d'assurance digitale assez intéressantes. Il y a pas mal d'innovations en ce moment. Donc, ce qui peut être amélioré, je pense que des initiatives comme celles qui sont en cours sont bien, mais il faut aussi attirer donc les propositions de gens de la diaspora, de gens sur place qui veulent monter et apporter leur pierre à l'édifice. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et le gouvernement a besoin des contributions de toutes ses compétences et de tous ses fils et filles. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck, d'avoir apporté ce point d'amélioration qu'il y a à faire au Bénin. Donc, comment agréger ces compétences qui sont variées, qui sont dans la diaspora béninoise. Donc, il y a Igor Kokou, donc l'ami de Herbert, qui est en train d'expliquer en commentaire quelles sont les facilités d'investissement pour la diaspora béninoise. Donc, il va l'écrire en commentaire. Donc, restez à l'affût. Donc, on est arrivé, je pense, à la fin de notre débat sur le Bénin en tant qu'Eldorado pour les Afros. Je vais laisser à tout le monde la possibilité de faire de donner un mot de la fin qui doit être très bref. Je vais vous laisser peut-être une phrase, voire au plus 1 minute. Je n'hésiterai pas à vous couper. Je vais commencer, comme on dit souvent, honneur aux femmes. Donc, je vais commencer avec Chris Nelly. Et Chris Nelly, alors, merci d'avoir participé à ce débat avec nous. Est-ce que tu pourrais donner ton mot de la fin, s'il te plaît? Bon, on a beaucoup parlé déjà. Je dirais juste qu'il y a de la place pour tout. Avec un peu de courage et un contact comme Herbert, tout ira bien. Ok. C'est donc ton mot de la fin? C'est avec de... D'accord, ok, génial. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire peut-être sur la maison de Canelia, des choses un événement que vous organisez prochainement et que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent ou pas véritablement? Bon, sur la maison de Canelia, bon, c'est vrai, pour ceux qui connaissent pas, je le dis très, très brièvement, c'est une maison d'hôtes en restaurant, axée sur la mise en valeur de tout ce qui est local, manger local, faire sa décoration locale, faire des aménagements locaux, etc. Donc, vraiment, essayer de booster cette économie à mon petit niveau et en se disant tout simplement que si tout le monde faisait pareil, beaucoup de choses iraient beaucoup mieux. Voilà. Donc, en ce moment, il y a des grillades comme tous les dimanches. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à aller manger des grillades ce dimanche, après avoir écouté le live pendant plus d'1h30. Allez à la maison de Canelia. Monsieur Herbert, vous qui conduisez, j'espère que vous êtes bien prudent, hein, que vous n'avez pas fait d'accident pendant le live. Hein. Nous sommes au Bénin et beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé, mais vous conduisez, vous téléphonez, vous conduisez en même temps. Le Bénin est un pays de pagaille encore. Alors,
Rapidement, je dirais que je suis très content d'avoir participé à cela, d'avoir rencontré des têtes pensantes. Je crois que déjà, nous constituons déjà la relève. Et continuer de penser ainsi changera beaucoup de choses. Premier point. Deuxième point, c'est que changeons notre mentalité, changeons notre façon de faire, revoyons ce que nous pensons de l'Afrique, du Bénin plus particulièrement, repoussons nos limites, allons plus vers l'information, euh, dérangeons les gens, dérangez-moi, je pourrais vous mettre en connexion, en relation avec beaucoup de personnes, je suis capable de le faire, et je crois qu'aujourd'hui, sortons du mythe, l'Afrique est comme ci, l'Afrique est comme ça, et l'Afrique est ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et ne croyons plus à nos amis directs, ils n'ont peut-être pas l'information. Sinon, ils n'ont pas la bonne information. C'est ce que je dis. Je dirais pour finaliser. Et envoyez-moi la localisation, Madame Nelly. Je serai là tout de suite. Après Ouais, mes allers-retours. la Je maison de viendrai Camélia. particulièrement. Donc, située à Fidjé Rossé. Je sais Non, pas si Je viendrai aujourd'hui. il peut aller à Et je l'information, vous il apporterai trouvera ma tout carte seul la très maison de commodément. Camélia. Ah, l'information est disponible en ligne. Voilà. L'information est disponible en ligne pour la localisation. Il suffit de chercher un peu. Ok, bon. Vous serez le bienvenu, bien entendu. Ok, parfait. Monsieur Dossa, comme on dit souvent en anglais, vous qui avez fréquenté Londres, the last but not the least. Alors, monsieur Dossa, quel serait votre mot de la fin, s'il vous plaît? Mon mot de la fin serait de rebondir sur ce que Herbert a dit et de dire que le Bénin est en chantier. On ne peut pas continuer à nous plaindre du sous-développement, des étrangers qui prennent tous les marchés si on ne fait pas l'effort d'aller sur le terrain, de mouiller le maillot. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir développer le Bénin pour nous, c'est à nous de le faire. Et donc j'invite tout le monde à prendre leur courage à deux mains et faire l'expérience du retour et de venir explorer ensemble les opportunités qu'offre notre beau pays. Benin is the place to be. Ah, ok, on finit sur ces mots. Benin is the place to be. Definitely. Benin is the place to be. Definitely. Ok. Génial. Ne partez pas encore, hein. C'est pas encore fini. Je vais inviter encore les personnes qui nous ont suivis jusqu'à là à faire les trusts qui sauvent. C'est très, très important. Si vous voulez que d'autres personnes puissent bénéficier de cette information, qu'ils puissent écouter ce qu'a dit Chris Nelly, Herbert, Adé, Franck, aimez la vidéo Way Back to Africa. C'est très important. Ça, c'est le 1. Aimez la vidéo. C'est très important pour le référencement. 2. Chris Nelly, est-ce que tu te rappelles du numéro 2? Qu'est-ce que c'est? Partager. On peut dire ça. Non, c'est le 3, ça. C'est le 3. C'est le 3, mais c'est déjà bon. On peut dire partagez la vidéo autour de vous. Ne soyez pas égoïste. Ne gardez pas l'information que vous avez eue dans cette vidéo pour vous seul. Et puis, 3, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Way Back to Africa, Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien manquer du contenu. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui, pour moi, malgré le fait que je connaissais les différentes personnes qui sont intervenues, j'ai encore énormément appris sur le Bénin et puis sur l'Afrique en général. Donc, merci à vous trois. Je ne sais pas si tout le monde parle fond ici. Peut-être que d'autres parlent d'autres langues que le fond. Comment on dit au revoir en fond? Est-ce que M. Herbert est le seul phonophone? Est-ce que M. Dossa, est-ce que vous savez comment on dit au revoir en fond? Je dirais pas au revoir, je dirais bienvenue. Bienvenue, d'accord. Bienvenue, d'accord. Ok. Wezon, donc c'est la même. Bienvenue au Bénin parce que c'est une invitation à tous ceux qui hésitent, tous ceux qui sont intéressés à venir. Ok, génial. Donc, tu as dit Wezon, donc on dit en langue Mina aussi qu'on partage que vous partagez avec le Togo. Il y a Chris Nelly qui a dit un autre mot qu'on dit également en fond. Donc, quel est ce mot-là, Chris Nelly? Non, là, j'ai dit quoi? Bon, là, c'est en fond toujours. Soyez les bienvenus. Bonne arrivée. Voilà. Et puis, Herbert, donc je vais te laisser le dernier mot pour dire au revoir. Comment tu dirais au revoir en fond? Monsieur Herbert, votre micro. Ok, le temps que Herbert
Ok, il a déverrouillé son micro. C'est bon. Oui. Comment on dit au revoir en fond? On va finir cette interview justement sur au revoir en fond et en mina. Eizani. Ça, c'est en mina. Mais comment on dit en fond? Et d'abord. Eizani. Au Voilà, d'abord. Ok, Quelqu'un lui a Thomas. dit que c'est pas au revoir, c'est à très bientôt. À très Donc, bientôt. on peut Effectivement, à dire- très bientôt. On va Voilà. se revoir bientôt. Effectivement, on se reviendra bientôt. Voilà. Voilà, c'est vrai. On va se revoir bientôt, notamment peut-être au Bénin, pourquoi pas. Donc, merci encore à tous les trois. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés durant ces plus de 1h30. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Web Back to Africa. Je mettrai en commentaire les différentes pages de nos panélistes. Et puis, je le répète, à très bientôt. Et Zinde.